C'est parfait. Bonjour à toutes et tous. Euh, merci d'être avec nous pour cette présentation de restitution du projet Diactase. Bon, là, on plafonne à 63 participants, ce qui est parfait, avec les derniers arrivés. Il est 14h06. Ce que je vous propose, c'est que nous entamions cette présentation, cette restitution. Je regarde mes partenaires, si tout le monde est partant. Ah, allez, c'est parfait. Écoutez, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Encore une fois, merci d'être avec nous pour la restitution du projet Diactase, un diagnostic emploi et compétences de 3 filières, photovoltaïque, réseau énergétique intelligent et éolien flottant. Euh, Avant toute chose, quelques petites règles de bonne conduite pour ce webinaire. On vous propose donc, dans un premier temps, de couper vos micros et vos caméras, histoire de s'offrir un maximum de bande passante. Pendant la présentation, on vous propose, si des questions doivent être posées en réaction à ce qui est dit ou vu, n'hésitez pas à le faire dans l'espace de conversation et on vous proposera en fin de présentation un espace d'échange verbaux entre nous à travers la visio. Donc, on reprendra éventuellement les questions qui auront été posées. On vous propose également à ce moment-là d'activer caméra et micro, que l'on puisse vous voir, vous identifier et vous entendre. Et pour information, on regarde des premières questions posées. Oui, ce webinaire est enregistré et le replay vous sera donc envoyé. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un projet Diactase qui en fait réunissait en consortium 4 partenaires. L'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, le campus des métiers et des qualifications d'excellence habitat, énergie renouvelable et éco-construction de Nîmes, le pôle de compétitivité d'Erby et le campus des métiers et des qualifications de la transition énergétique. Alors, ce projet Diactase rentrait dans l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir du grand programme France 2030, ciblant une stratégie d'accélération spécifique qui est la stratégie TASE pour technologie avancée des systèmes énergétiques. Diactase était donc un diagnostic qui se voulait cibler sur les emplois et compétences de 3 filières, la filière offshore de l'éolien flottant, la filière du photovoltaïque et la filière des réseaux énergétiques plutôt électriques et intelligents. Tout ceci sur un périmètre spatial ciblé de l'Occitanie, donc notre région d'Occitanie, et sur un périmètre temporel s'étalant de 2021 à 2025, avec la vision jusqu'à 2025. L'objectif était donc l'identification des besoins en termes de compétences, avec une analyse des compétences actuelles et les montées en compétences nécessaires aux acteurs économiques pour cibler les marchés. Voir comment l'ensemble de la formation proposée sur notre région Occitanie répondait ou devait évoluer vis-à-vis de ses compétences. Et puis derrière, voir comment un plan d'action pouvait être mis en place pour faire l'adéquation entre ces deux problématiques d'attendu des employeurs et des systèmes de formation. Avant toute chose, nous allons vous présenter l'ensemble des personnes représentant le consortium et je laisse dans un premier temps la parole à Monsieur Gilbert Auger. Merci Manu. Bonjour à tous, donc Gilbert Roger, directeur des affaires industrielles de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. 2 mots sur l'école d'ingénieurs, donc qui forme des ingénieurs polyvalents, généralistes, qu'on retrouve dans tous les domaines, et évidemment dans ceux de l'énergie, que ce soit nucléaire ou de plus en plus sur les énergies renouvelables et les réseaux évidemment. On est doté d'un labo de recherche également, le labo génie de production, qui compte environ 150 personnes, qui travaillent, je dirais, de la matière jusqu'au pilotage des systèmes, en passant par les produits et par les systèmes eux-mêmes. Et évidemment, l'aspect énergie et système d'énergie fait partie des thématiques. Et je terminerai par une plateforme dédiée à l'énergie qui s'appelle la plateforme Prime, qui existe depuis plus de 20 ans à l'ENI, qui est partenariale avec l'industrie
autour de l'intégration de puissance et du management de l'énergie. Historiquement, c'est des travaux qu'on menait dans le secteur du transport avec Alstom et puis l'aéronautique en général. Et ces dernières années, ça a évolué vers les énergies renouvelables, vers les systèmes euh, intelligents. Et donc, ce qui nous a mené à travailler dans le cadre de cette étude avec un consortium, vous allez le constater, de qualité et puis qui répond bien aux problématiques adressées. Voilà pour mon côté. Merci Gilbert. Je donne la parole à Valérie pour le Campus EREC. Oui, bonjour à tous. Donc Valérie Poplin, je suis la directrice opérationnelle du CMQE pour aller plus vite, Habitat, énergie renouvelable et éco-construction, dont le chef de file est le lycée du Hauda situé à Nîmes. Et la spécificité de ce campus, c'est d'avoir en ses murs à Nîmes, au lycée du Hauda, l'unique plateforme de formation, plateau technique, qui permet de former des techniciens de maintenance en parc éolien, onshore aujourd'hui et offshore bientôt, demain. Parfait, merci Valérie. Donc, pour ma part, je me présente, donc je suis Emmanuel Dutarde, le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications transition énergétique. Donc, ce campus est basé dans les Hautes-Pyrénées, sur la ville de Tarbes, hébergé par le lycée professionnel Sixte-Vignon. La thématique de ce campus transition énergétique se situe de la production, le transport, la distribution et le stockage de l'énergie, avec comme grand projet porteur en cours de construction par ce campus une plateforme Smart Grid qui se voudra dynamique et en temps réel, que nous sommes en cours de co-construire avec les partenaires de la formation et les partenaires industriels membres de ce campus. Et je laisse la parole à Guillaume. Oui, bonjour à tous. Guillaume Thomasset, chargé de projet au sein du pôle de compétitivité d'Herbie, le pôle de la transition énergétique et de l'innovation en région Occitanie. Aujourd'hui, on travaille à peu près avec 170 structures, que ce soit des entreprises, des établissements de formation, des laboratoires de recherche, mais également des métropoles et des agglos. Et on travaille sur des thématiques assez larges de la transition énergétique, c'est-à-dire la production d'énergie renouvelable, les réseaux énergétiques intelligents, tout ce qui concerne également la performance énergétique du bâtiment, du monde industriel. Et nous avons des enjeux transversaux, notamment sur le numérique et également sur la formation, d'où notre présence aujourd'hui dans ce consortium. Et en résumé, donc, on a deux grandes missions, hein, le pôle d'Herbie. La première, c'est d'accompagner les porteurs de projets innovants dans le cadre de leur recherche et développement, notamment pour les aider à trouver des financements publics, régionaux, nationaux et européens, notamment issus de l'ADEME, de BPI France, de la région. Et ensuite, notre rôle également, c'est de pouvoir mettre en relation des acteurs complémentaires sur des projets collaboratifs d'innovation et puis en fait hein, de soutenir, de labelliser via le label national des pôles de compétitivité les projets d'innovation. Donc voilà, ça c'est la première mission. Et la deuxième, c'est d'animer l'écosystème territorial sur les énergies renouvelables avec cette casquette techno. Voilà, notamment en organisant des événements, des rencontres, des conférences tout au long de l'année. Voilà, Emmanuel, je te redonne la parole. Merci. Merci Guillaume. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous souhaitions également faire entre guillemets un petit clin d'œil aux partenaires avec qui nous avons travaillé, qui est le cabinet conseil Catalyse, qui a travaillé donc pendant 6 mois avec nous, de juin 2022 jusqu'à décembre 2022, sur ce projet d'IACTAS, en mobilisant 4 personnes compétentes qui ont pu travailler avec nous pour la réalisation de ce diagnostic. Alors, quel était l'objectif de ce diagnostic? C'était de voir autour de l'écosystème régional de ces 3 filières, quelles étaient à date la photographie des besoins en emploi. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de ces problèmes de recrutement, des besoins en employabilité. L'objectif était de faire un petit peu cette photographie instantanée, de voir quels allaient être sur cette temporalité 2021-2025 les besoins de montée en compétences autour, entre autres, de l'évolution des technologies, mais également l'évolution des systèmes, de voir comment au sein de l'Occitanie, comment se positionner l'offre de formation
qui permettait de répondre à ces besoins et de faire une analyse de cette adéquation entre l'offre de formation et les attendus des acteurs économiques de notre territoire, d'identifier les leviers à activer, en effet, pour pouvoir accéder à cette formation, de voir comment il était nécessaire de travailler pour augmenter l'attractivité de ces métiers nécessaires à ces attendus marchés, et puis, in fine, donner aux opérateurs et entreprises de la région les clés pour répondre à ces besoins et pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs de ces filières au sein des écoles, au sein des campus et des pôles de compétitivité pour pouvoir justement atteindre les objectifs fixés par ces filières. Alors, comment nous avons travaillé avec le partenaire Catalyse? Nous avons dissocié la méthodologie du projet en plusieurs phases. La première phase, la phase 0, c'était une phase de cadrage, rien d'exceptionnel. Ensuite, nous avons travaillé sur l'analyse des besoins en emploi et compétences en co-construisant l'ensemble de Diactase avec ses partenaires industriels, ses partenaires économiques, les partenaires de la formation et les institutionnels de notre territoire. Nous avons réalisé différents entretiens dans un premier temps auprès d'experts régionaux, mais également d'experts nationaux, faisant référence sur ces 3 filières. Et puis, nous avons analysé les différentes offres d'emploi actuellement en ligne, de façon à avoir justement donné une idée un petit peu de ce volume et des attendus de recrutement actuellement à l'œuvre sur le territoire et sur ces 3 filières. En parallèle, dans une deuxième phase, il était nécessaire de faire une analyse exhaustive de l'offre de formation présente sur la région Occitanie. Elle s'est déroulée à travers des entretiens auprès des organismes de formation, qu'ils soient de formation initiale ou continue, et puis une forte analyse documentaire qui nous a permis d'avoir une vision relativement exhaustive de l'offre de formation actuelle et de son adéquation avec les acteurs des 3 filières cibles. Enfin, dans une troisième phase, le but était un petit peu de consolider ces 2 informations parallèles, de façon à ce qu'à travers des ateliers de travail, nous puissions identifier avec les partenaires impliqués à la fois l'adéquation de l'offre de formation existante par rapport aux attendus du marché actuel, mais également, et vous le verrez à travers différents scénarios prospectifs vers l'année 2025, comment il était nécessaire de faire évoluer les formations existantes, voire créer de nouvelles formations de façon à répondre à ces attendus, puisque aujourd'hui, on le sait, l'éolien flottant est un fer de lance, si je puis dire, du développement des ENR en Occitanie, et ne parlons pas du déploiement du photovoltaïque qui est toujours en cours avec une très très forte croissance. L'objectif, bien évidemment, à la fin de cette phase 3, c'était d'obtenir un plan d'action qu'il était possible également de rendre temporel jusqu'à 2025, et un plan d'action sur lequel, vous le verrez, nous avons identifié différents acteurs ou parties prenantes qu'il serait intéressant de mettre autour d'une table de façon à pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action. Alors, Diactase, c'est son rapport final, 165 pages d'informations, très dense, très riche. Et nous souhaitions ici, à travers ce slide, vous en donner une vision pour comprendre un petit peu comment a été structuré et créé Diactase jusqu'à son plan d'action final. Tout d'abord, 2021-2022, il a été nécessaire de faire un état des lieux de ces filières à travers l'ensemble des paramètres de la chaîne de valeur de ces filières, tels que les paramètres de concevoir, rechercher, préparer, organiser, jusqu'à gérer, administrer et maintenir la filière considérée. Nous avons identifié différents métiers et nous y avons identifié également les formations associées. Quels étaient les inputs de cette analyse, de cet état de lieu? Tout d'abord, il a fallu faire une identité de la filière. L'objectif, c'était d'avoir une vue qualitative et quantitative de la filière considérée en Occitanie. Ensuite, étant donné que nous parlions de notre région, il était important de pouvoir
vérifier, en tous les cas identifier quel était le positionnement, si je puis dire, de la région par rapport à cette filière. Comment nous nous positionnions sur cette chaîne de valeur, quels étaient aussi les objectifs politiques de la région pour le développement de la filière considérée. Ensuite, il a été intéressant d'avoir une analyse Pestel justement de la filière considérée, sachant que Pestel, c'est un outil de diagnostic qui permet de comprendre en fait quels sont les paramètres extérieurs influents qui peuvent donc impacter l'activité ou la filière considérée. Donc Pestel, c'est une analyse qui touche à la politique, à l'économie, au social, l'influence aussi des technologies, de l'environnement et du légal. Et l'objectif était vraiment d'identifier quelles étaient à la fois les menaces concernant la filière, mais également quelles allaient être ses opportunités de développement sur le temporel 2021-2025 considéré. De même, nous avons enrichi l'analyse Pestel par une analyse AFOM en focalisant surtout sur les forces et les faiblesses de la filière considérée. Enfin, à travers les entretiens et les enquêtes qui ont été menées au sein de Diactase, nous avons pu avoir une vision relativement stratégique des entreprises et de leur positionnement au regard de la filière dans laquelle ils s'expriment, de façon à comprendre quels étaient leurs attendus en emploi et compétences sur les prochaines années. Voici donc quelles étaient, dans un premier temps, la consolidation des inputs pour pouvoir alimenter un état des lieux de la filière. Ensuite, il a fallu que nous fassions une analyse des besoins en emploi et compétences de chacune de ces filières. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé une répartition des métiers selon 3 grands critères. Tout d'abord, les métiers selon les critères de positionnement CSP en catégorie socio-professionnelle, donc cadre, technicien, opérateur, sur la filière considérée. Nous avons également fait une décomposition par maillon au regard de la chaîne de valeur de la filière considérée. Et enfin, par famille de métiers, tels que concevoir, rechercher ou préparer, organiser, produire, fabriquer, sur chacune de ces familles, de façon à comprendre quelle était la répartition des métiers au sein de la filière considérée. Ensuite, nous avons écouté les acteurs économiques de nos filières pour pouvoir dresser leur vision de leurs enjeux RH, quels étaient aujourd'hui, à date, 2021-2022, les enjeux auxquels ils étaient confrontés pour pouvoir justement répondre à leurs attendus marchés. Et enfin, grâce à cette visibilité des enjeux RH, nous avons pu identifier les différents métiers qui étaient à date considérés comme en tension pour pouvoir justement répondre à ces attentes du marché. En parallèle, nous avons donc réalisé une analyse de l'offre de formation. Donc, cette analyse de l'offre de formation nous a permis, tout d'abord d'identifier les formations en fonction du type de formation, des formations initiales, les formations continues. Il y a eu également une très grosse analyse qui a été portée sur l'ensemble des niveaux des formations, qui vont du niveau 3 du CAP jusqu'au niveau 7, ingénieur, voire même au-delà. Sur l'ensemble de ces niveaux, quels pouvaient être les enjeux, quelles pouvaient être aussi les difficultés rencontrées, quelles étaient les problématiques de remplissage, quelles étaient les problématiques de répartition de ces niveaux en fonction des filières considérées. Et puis, bien sûr, il a fallu ensuite, à travers la captation des entreprises par rapport à l'adéquation des niveaux de formation en Occitanie par rapport à leurs besoins, nous avons mis en place une notation, si je puis dire, à travers des petites croix vertes, orange ou rouges, qui nous permettait, avec les entreprises, de déterminer si l'offre de formation actuelle était en adéquation forte, moyenne, c'est-à-dire suffisante, est-ce qu'elle était faible, voire carrément en inadéquation par rapport aux attendus. Donc, à partir du moment où nous avions l'ensemble de ces informations, nous avons pu, à travers les ateliers de la phase 3, co-construire avec les acteurs économiques, les acteurs de la formation et les institutionnels de notre territoire, construire des scénarios d'évolution de chacune de ces filières. Donc, dans chacune des filières, nous avons étudié et proposé 3 à 4 scénarios, plus ou moins ambitieux, choisis avec les partenaires en atelier, et sur ces 3 ou 4 scénarios, systématiquement, nous en retenions un
qui représentait l'évolution la plus pertinente, certainement pour certaines aussi l'évolution la plus ambitieuse, le scénario le plus ambitieux à atteindre pour 2025. Et en fonction de ces scénarios, eh bien, nous avons retenu des outputs et une caractérisation emploi et compétences des filières, des 3 filières considérées, à travers, dans un premier temps, une révision de la répartition des emplois, encore une fois, par famille, par CSP et sur la chaîne de valeur. Ensuite, une identification des métiers à enjeu qui allaient arriver. Alors, les métiers en jeu, ça veut dire quoi? C'est les métiers comment ils évoluent, quels sont les nouveaux métiers qui émergent et dont nous allons avoir besoin pour répondre au marché de la filière considérée. Derrière cela, nous avons fait une caractérisation de ces métiers en jeu à travers les missions, à travers l'évolution des activités du métier considéré, et puis une estimation qualitative de l'estimation des effectifs, sachant que nous avons identifié sur les 3 filières 24 métiers à enjeu et à travailler pour répondre aux attendus des acteurs économiques en 2025. Derrière cela, nous avons également réalisé une analyse de l'évolution des compétences, à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs. Et puis, nous avons identifié au cours des ateliers avec les acteurs économiques quels allaient être les enjeux emploi et compétences de chacune de ces filières. Et en consolidant l'ensemble de ces informations, nous avons pu établir un plan d'action général que nous avons ensuite détaillé ligne à ligne et que nous avons ensuite positionné dans le temps jusqu'à 2025 de façon à pouvoir atteindre les objectifs fixés par les scénarios considérés pour chacune de ces filières. Vous avez donc ici à l'écran, à travers ces petites saisies d'écran de slides, l'ensemble des délivrables et en input ou en output des travaux qui ont été menés dans Diactase, et nous vous invitons vivement à aller consulter l'ensemble du rapport final qu'il est impossible de présenter au cours d'un webinaire. Encore une fois, il fait 165 pages. Mais au cours de ce webinaire, nous avons choisi de cibler différentes informations qui nous semblaient pertinentes pour à la fois alimenter les interrogations que vous pouvez avoir, mais également ouvrir le champ de la discussion. Les informations que nous allons vous présenter aujourd'hui, tout d'abord, ça va être une synthèse de ce qu'est pour chacune des filières son identité, quelques informations au regard de son positionnement régional, et puis quelques informations de l'analyse Pestel qui nous semblaient importantes pour comprendre quels vont être les enjeux de cette filière. Ensuite, sur la partie purement emploi et compétences, nous avons synthétisé à la fois les enjeux identifiés par les acteurs économiques à travers leurs ressources humaines, mais également quels allaient être les enjeux de ce couple emploi-compétences dans le temps, pour, in fine, pouvoir vous présenter quels vont être en 2025, au regard de l'évolution des scénarios considérés, les métiers à enjeu, quelles sont les évolutions qui apparaissent au sein des acteurs économiques, des filières de formation et des institutionnels de notre région. Et puis, nous vous présenterons également le plan d'action qui est issu de Diactase, pour que vous ayez une vision à la fois des pistes que nous avons identifiées et que nous avons co-construites avec nos partenaires et comment nous imaginons les déployer dans le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, nous ne vous présenterons pas l'ensemble des livrables de Diactase, mais nous avons fait ce choix de façon à avoir à la fois une identité de la filière, à la fois une vision des perspectives à 2025 et donc la conséquence en termes d'action sur les filières considérées. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume du pôle d'Elbry afin qu'il vous présente justement la synthèse de ces résultats sur la filière photovoltaïque. Merci Emmanuel pour ces propos introductifs. Donc, en effet, on va se focaliser dans un premier temps sur la filière photovoltaïque. Quelques chiffres clés en région Occitanie. Alors, il faut retenir que depuis 2021, 2300 emplois directs ont été identifiés. Peu de fabricants sont présents en France, et notamment c'est lié à la délocalisation, mais beaucoup d'acteurs présents sur cette filière, notamment beaucoup de développeurs qui deviennent petit à petit des vendeurs d'électricité.
En termes de chiffres, il faut également retenir que la région Occitanie est la deuxième région productrice d'énergie solaire en France, avec des chiffres assez importants. Et c'est pourquoi nous avons retenu un scénario ambitieux dans le cadre de notre étude et du diagnostic, un scénario qui est en phase avec la stratégie REPOS, Région Énergie Positive. Quelques rappels par rapport à cette stratégie. Euh, L'évolution du parc photovoltaïque est de plus de 400 MW par an. La croissance du photovoltaïque est de plus de 16% par an. Et en termes d'équivalent temps plein, on est sur plus de 20% par an. Donc, ce qui représente en tout cas une évolution entre 2021 et 2025 de 2300 à plus de 4000 équivalents temps plein. Les métiers qui sont les plus représentés sont ceux de la construction, de l'installation et également de la fabrication d'équipements. Concernant les enjeux, ils sont relativement connus en tout cas, hein, on peut les reprendre. Donc, ils concernent l'augmentation de l'attractivité des métiers techniques et notamment comment attirer, orienter les diplômés vers la filière photovoltaïque. Le deuxième point, c'est comment préparer aux métiers de demain, notamment en visant les jeunes, les actifs et les personnes éloignées de l'emploi. L'enjeu de la formation, il est également sur les doubles parcours et notamment la composante numérique qui peut être associée aux énergies renouvelables. Et enfin, sur l'information, c'est comment mieux faire connaître les besoins des entreprises vers les candidats et également, dans l'autre sens, comment mieux faire connaître les formations existantes auprès des entreprises du territoire. Donc voilà un peu un résumé en termes de chiffres. Cette diapositive, vous allez voir, il y a pas mal d'informations. Donc en fait, c'est une synthèse en fait, des métiers qui ont été retenus dans le cadre de notre diagnostic et une analyse. Donc ici, sur cette première diapositive, vous retrouvez la chaîne de valeur, donc avec les grandes briques, hein, la conception, la recherche, la préparation, l'organisation, la production, la fabrication, l'installation, maintenance, la partie commerciale et enfin la gestion, administration de parcs photovoltaïques notamment. Autour de ces grands axes, on retrouve un cercle extérieur qui est un peu gris-jaune, qui représente l'évolution quantitative et qualitative des métiers. On retrouve des pictogrammes qui représentent les métiers en mutation, les métiers en développement, les métiers où il y a une baisse des besoins en emploi, les métiers émergents et enfin les métiers en tension avec l'éclair. Alors, si on décortique un petit peu les différentes briques, donc sur la première, sur la conception et la recherche, on va retrouver des métiers qui sont en mutation, en développement et en tension, comme les ingénieurs conception de systèmes énergie renouvelable et les techniciens de bureau d'études. Sur la partie métiers en mutation et métiers en développement, on va retrouver des ingénieurs d'études électriques, mais également des ingénieurs énergéticiens. Et enfin, on va trouver des métiers émergents, comme les ingénieurs agronomes. Et là, on fait le lien tout de suite avec l'agrivoltaïsme. Sur la deuxième brique, sur la préparation et l'organisation, on va retrouver des métiers globalement en développement, les formateurs, les experts QHSE, les évaluateurs environnementaux, également les chefs de projet biodiversité, et également des métiers qui vont être là plus en tension, qui vont être aussi en mutation, comme les chefs de projet et les développeurs. La troisième brique sur la production et la fabrication, comme on l'a évoqué juste précédemment, en France, il y a très peu de production et de fabrication sur la filière photovoltaïque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le constat d'une baisse des besoins en emploi, notamment sur les opérateurs de production, les techniciens d'usinage, d'assemblage, les conducteurs de ligne et les contrôleurs qualité. En revanche, il y a un développement, une évolution positive sur les opérateurs de démantèlement. En suivant l'installation et la maintenance, globalement, on va retrouver des métiers en essor et en développement, notamment les opérateurs de collecte sur la fin de vie des panneaux, les charpentiers et les couvreurs également. Et après, des métiers un peu plus en tension et en mutation, comme les techniciens de maintenance, les électriciens chauffagistes, les installateurs et également les conducteurs, chefs de chantier. Sur la partie commerciale, globalement, on est sur des métiers en développement, sur l'achat, la prospection et sur les métiers technico-commerciaux, avec un peu plus de difficultés sur la partie technico-commerciale, voilà, un métier un peu plus en tension. Et enfin, pour finir de boucler la boucle, on est sur la dernière brique, qui est sur la gestion, l'administration, avec notamment voilà, des métiers en développement, des métiers qui sont en mutation et en tension, comme les gestionnaires de parcs photovoltaïques. Et également, on va retrouver des métiers émergents qui sont les métiers de data manager, de prévisionniste et également de développeur informatique. Donc voilà un petit peu toute la chaîne des métiers qui est représentée. Et vous allez voir le dernier niveau d'information
c'est le cercle intérieur qui va apparaître ici avec l'adéquation avec l'offre de formation, qui est représentée, comme l'avait évoqué tout à l'heure Emmanuel, par des croix. Donc on se rend compte que globalement, l'adéquation, elle est moyenne, voire forte sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hormis pour la partie installation-maintenance, où ici on est sur une inadéquation qui est assez importante. Donc voilà en résumé la synthèse qu'on pouvait vous apporter dans un premier temps. S'il y a des questions, on pourra y revenir après. Et comme l'évoquait Emmanuel, le détail et les précisions sont toutes indiquées dans le rapport final qu'on vous mettra dans le lien à la fin de nos échanges. Donc Valérie, je te laisse la parole maintenant pour expliquer la filière éolien offshore. Merci Guillaume, merci beaucoup. Je prends la main donc, et je regarde mon propre écran parce que je ne sais pas ce qui se passe de mon côté. Je vous entends très très bien, mais les diapos ne défilent pas à la même vitesse que la présentation. J'espère que je suis seule dans ce cas. Donc, je vais vous parler de l'analyse qui a été faite des besoins en compétences dans la filière éolien flottant, avec quelques éléments clés que nous avons choisi de retenir de l'étude complète, qui part donc de quelques données qui concernent notre région et le développement de cette filière dans notre région. Donc, quelques chiffres. On voit qu'en 2021, nous avions 198 équivalents temps plein qui travaillaient, qui étaient dédiés à la filière éolien flottant. Sur ces 198 ETP, il faut tenir compte du fait que la famille de métiers, plutôt la brique sur la chaîne de valeur de la fabrication est très importante, avec 120 ouvriers qualifiés qui travaillent à la construction des pièces d'acier des 3 flotteurs de la ferme pilote. On a recensé 33 entreprises qui sont concentrées sur cette activité d'éolien flottant sur la filière, mais ce sont près de 200 entreprises qui interviennent sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas parler d'éolien flottant sans évoquer les grands projets régionaux. Donc, j'ai déjà évoqué les fermes pilotes. Donc, ce sont 2 projets de fermes pilotes de 3 éoliennes pour un total de 60 MW qui sont en préparation et installés d'ici 2024. Et puis, bien sûr, un projet de parc à exploitation industrielle ou commerciale d'ici 2028, avec un appel d'offres qui est en cours d'étude actuellement. Ce qui est visé, c'est une puissance dans un premier temps de 250 MW, avec une extension pour doubler cette puissance-là, pour atteindre 500 MW. Ce sont aussi des investissements importants sur le port de Port-la-Nouvelle pour préparer l'arrivée, la réalisation de ces parcs industriels, avec la transformation pure et simple du port, création d'une digue et des espaces dédiés aux industriels. Concernant maintenant le scénario qui a été retenu, Emmanuel évoquait différents scénarios qui ont été présentés aux acteurs, à notre écosystème. Et celui qui a été retenu est le plus ambitieux concernant l'éolien flottant. C'est celui qui correspond à l'ambition de la région et à la stratégie REPOS. Qu'est-ce que ça signifie de choisir ce scénario? Ça signifie des prévisions d'évolution des emplois à horizon 2025 très importantes, avec une multiplication par 6, comme vous le voyez sur le schéma, en lien bien sûr avec les appels d'offres, le lancement des appels d'offres dont je viens de parler. Donc, on voit que cette multiplication par 6, alors déjà, elle part d'un état actuel de la filière d'éolien flottant. On est sur des technologies qui sont nouvelles, donc forcément, on ne part pas d'un nombre d'emplois très important. Donc, ça explique évidemment cette forte évolution. Mais on voit aussi sur le schéma, on comprend que c'est très en lien
avec la fabrication et la construction de ces parcs. On évoquait tout à l'heure la forte concentration des emplois sur la soudure, la chaudronnerie pour la construction des flotteurs. On imagine avec le nombre d'éoliennes qui sera nécessaire pour atteindre ces 250 mégawatts, que le nombre d'emplois va évidemment être extrêmement important. L'autre phase, l'autre famille de métiers qui est prévue en très forte augmentation, ce sont les métiers de l'exploitation et de la maintenance, mais j'y reviendrai dans la diapo suivante. Enfin, pour terminer, donc, il faut parler des enjeux de la filière. Les enjeux de la filière que nous avons identifiés, ce sont d'abord, je sais que ça a déjà été évoqué par Emmanuel et par Guillaume, d'importantes difficultés de recrutement, déjà à date. Donc, des difficultés de recrutement que l'on craint de voir s'intensifier, notamment sur des métiers comme les soudeurs ou comme les techniciens de maintenance, qui sont des profils et des métiers techniques, évidemment, et qui sont déjà en tension sur différentes filières. Autres qui peuvent être donc du coup vues comme des filières, enfin, on peut identifier une possibilité de concurrence entre les filières qui risque de rendre ces recrutements encore plus ardus. Autre enjeu, évidemment, en lien avec le premier, c'est augmenter le vivier des profils hein, et se demander ensemble, et on le verra dans le plan d'action tout à l'heure, quelles sont les actions à mener pour augmenter le vivier des jeunes et des actifs, hein, puisqu'il faut s'intéresser aussi au public en reconversion pour répondre à cette ambition très importante avec, dans 4 ans, plus 1000 emplois à pourvoir. Et enfin, donc, se préparer aux métiers de demain en sensibilisant les jeunes, les actifs, les demandeurs d'emploi à ces métiers émergents, ces métiers en mutation et surtout ces métiers souvent méconnus. Donc, avec des actions à mener également sur ce champ-là. Voilà, merci Emmanuel. On passe sur la diapo que vous a présentée déjà Guillaume. Hein, donc, même schéma. On reprend la chaîne de valeur, toute la chaîne de valeur, et on va chercher des familles de métiers pour mettre en exergue les métiers à enjeu sur cette filière dans un premier temps. Et dans un second temps, on verra l'adéquation entre l'offre de formation et l'augmentation de ces besoins. Donc, si on prend notre jolie Marguerite dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit donc tout en haut dans la famille de métiers concevoir, rechercher, que le besoin en ingénieur, technicien d'études, expert environnemental, déjà en tension pour certains de ces métiers, va connaître une augmentation hein, des besoins, c'est la petite flèche verte. On va avoir à la fois une augmentation des besoins et des mutations en termes de compétences. Donc, c'est notre petit icône rouge avec les flèches qui tournent dans la famille de métiers préparés, organisés, avec des besoins accrus de chefs de projet, hein, bien sûr, pour préparer ces grands chantiers, chefs de construction. Dans la famille de métiers produits réalisés, on l'a vu tout à l'heure, c'est là où se concentre, où pourraient se concentrer hein, les difficultés, en tout cas les grands défis à relever, avec à la fois des augmentations des besoins, des évolutions et des améliorations en termes de formation pour répondre aux nouvelles compétences. Là, on a en plus des métiers qui sont déjà en tension. On va reparler encore une fois des soudeurs, des chaudronniers, des coordinateurs en soudage, de nos tuyauteurs, de nos électriciens, que l'on peine déjà à trouver sur le marché de l'emploi. Et également des métiers auxquels il faut penser pour le
le métier de peintre, les opérateurs de production et les contrôleurs qualiticiens. Si on descend vers le bloc installer, maintenir, là aussi, d'énormes défis auxquels on doit se confronter. Donc, sur cette phase-là, on va retrouver les techniciens de maintenance, un métier déjà en tension, demandé sur plusieurs filières industrielles. Et ces techniciens de maintenance, on va devoir les adapter à un milieu qui est un milieu hostile, hein, qui est le milieu marin. Donc, des compétences qui doivent également répondre à ces nouvelles conditions de travail en mer, de travail à distance aussi, avec des éoliennes qui vont être connectées, qui vont envoyer de la data, une maintenance qui va devoir être beaucoup plus prédictive pour éviter d'avoir à se déplacer trop souvent en mer, au large, très loin, dans des conditions compliquées. Des ingénieurs électriques et puis bien sûr des marins, hein, des marins dont on va avoir besoin pour mettre en œuvre les parcs et pour amener les équipes sur les sites. Autre métier important, intéressant, sur lequel on doit tous se pencher, donc en lien avec l'évolution et l'arrivée de ces parcs éoliens offshore, ce sont les pilotes de drones et pilotes de robots. Parce que, comme je le disais, étant donné qu'on va éviter de plus en plus de déplacer les équipes dans des milieux dont la sécurité est difficile à assurer, hein, donc ça veut dire peut-être moins d'humains et demain plus de drones et de robots qui vont devoir intervenir sur des machines. Donc, c'est des compétences qui sont des compétences émergentes et des métiers émergents. Les cordistes aussi. Bon, cordiste, c'est un métier qu'on connaît. Mais cordiste sur une éolienne en pleine mer, voilà, il va falloir se pencher sur ces nouvelles compétences. Et le miroir de ce que je viens de dire, c'est qu'on prévoit plutôt une baisse des besoins en termes de pilotes d'hélicoptères, parce que si on a plus de drones, plus de robots, on aura sans doute moins besoin d'avoir recours aux hélicoptères. Pour remonter encore et terminer avec les deux dernières briques, gérer, administrer, acheter, commercialiser. Vous voyez que sur acheter, commercialiser, j'en parle directement. Voilà, il n'y a pas eu on n'a pas repéré d'enjeu précis. En revanche, sur tout ce qui est pilotage, on évoquait tout à l'heure le fait que ces nouvelles machines allaient être connectée, équipée de capteurs, allait donc produire beaucoup de données. Pour gérer toutes ces données, on va avoir besoin, là aussi, métier émergent, de compétences pour gérer le big data, donc des data scientists et des lead managers. Donc voilà pour l'évolution quantitative, qualitative. J'en termine avec donc le cercle bleu au milieu qui vous représente les familles de métiers pour lesquelles on considère que l'offre de formation est moyennement en adéquation ou fortement en adéquation. Ça concerne donc les deux briques concevoir, rechercher, préparer, organiser. Donc là, on va devoir, pour certains, modifier le contenu de certaines formations, pour d'autres, augmenter le nombre de places en formation pour répondre à la demande, mais on a déjà une solide base en termes d'existants. Voilà, une offre riche, diversifiée, qu'il faut encore intensifier. Pour d'autres, vous aurez compris, hein, je reparle toujours des mêmes métiers et des mêmes phases de la chaîne de valeur. On voit bien qu'il y a inadéquation et on va devoir fortement travailler pour augmenter le nombre de personnes formées et de compétences sur le marché pour répondre à la demande. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Moi aussi, j'ai envie de vous donner envie d'aller voir l'étude complète. Nous avons déjà nous avons aussi un document très intéressant pour les établissements de formation
les écoles, c'est un document qui caractérise ces fameux métiers en jeu et dans lequel donc, on a été beaucoup plus loin dans le décryptage des compétences nécessaires, hein, bien dans le détail. Donc, c'est un document voilà, avec lequel on serait heureux de travailler avec les établissements de formation pour répondre encore une fois à ces grands défis qui s'ouvrent à nous. Merci de votre attention. Merci Valérie. Je donne la parole à Gilbert pour les réseaux énergétiques intelligents. Gilbert, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ton micro est activé? Gilbert? Il semblerait qu'on ait un petit problème. Oui, son image est figée. Je ne pense pas qu'il soit endormi pourtant. Très bien. Bon, ben, je vais prendre la parole à ce moment-là. Je vais le faire pour Gilbert. Donc aujourd'hui, déjà la première information qui est intéressante à retenir en ce qui concerne les réseaux intelligents, c'est que l'information qui ressort des organismes de formation et des acteurs du domaine, c'est que les réseaux intelligents qu'on pourrait nommer smart grid, si on veut extrapoler un petit peu, ce n'est pas une filière en tant que telle. C'est ce qui ressort de cette analyse d'IACTAZ. Pourquoi? Parce que les réseaux, déjà, c'est déjà une thématique abordée globalement, mais qui fait appel à de nombreux métiers. Et la problématique de réseau se retrouve dans différentes autres filières. Pour le coup, on pourrait parler de réseau en ce qui concerne le photovoltaïque, y compris sur l'éolien en lui-même. Or là, la cible était vraiment d'imaginer comment, demain, dans le cadre de la transition énergétique, ces réseaux intelligents, c'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer une offre plurielle d'énergie, qu'elle soit historique, hein, à travers l'énergie nucléaire ou l'énergie hydroélectrique en France, mais également avec ces nouvelles énergies renouvelables, avec la transformation de consommateurs historiques qui deviennent producteurs également, comment en fait l'ensemble de cette thématique pouvait répondre à la thématique des réseaux intelligents et qui ne correspond pas spécifiquement à une filière, puisque au regard des réponses des enquêtes qui ont été menées, on se rend compte que beaucoup d'acteurs travaillant sur les réseaux sont aujourd'hui avant tout des acteurs des énergies renouvelables, sans parler bien évidemment des acteurs historiques nationaux, hein, que sont RTE, EDF, Enedis, bien évidemment. Mais de nombreuses sociétés se sont ouvertes sur la capacité à répondre à des attendus de mise en place de réseaux et des solutions numériques qui en permettent le pilotage. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les données clés en région Occitanie, on voit que cette filière des réseaux représente environ 1900 emplois sur 2022, avec de nombreuses actions et de nombreuses recherches encore à l'état d'un niveau de technologie peu avancé en termes de TRL et qui se retrouvent actuellement dans les laboratoires. Nous retrouverons les laboratoires clés de ces thématiques, tels que le Laplace, l'IRIC, le LAS ou Promesse, mais également des entités telles que le CEATech, qui offre des opportunités auprès des entreprises souhaitant travailler dans les technologies constitutives des réseaux ou sur les réseaux en eux-mêmes, à travers un outil d'une grande pertinence qui se trouve sur Toulouse, qui est le lieu totem du CEATech, qui se trouve être un smart grid, qui a la capacité non seulement de répondre à des études technologiques ou réseaux systémiques reliés au système énergétique historique, mais également la capacité pour ce totem de voir et d'étudier quelles sont les caractéristiques de l'îlotage du réseau intelligent. Donc nous avons quand même une force de frappe en termes de connaissances scientifiques, mais également connaissances technologiques relativement importantes sur l'Occitanie. En ce qui concerne les projets régionaux, de nombreux projets ont été menés. L'un des projets les plus connus, même s'ils sont tous importants, reste néanmoins Smart Occitania, piloté par Enedis, qui ont été différents démonstrateurs qui ont permis de mettre en évidence certaines thématiques importantes à dérouler sur la thématique des réseaux intelligents et qui ont permis de mettre en évidence des thématiques très importantes pour l'évolution de ces réseaux, telles que par exemple la capacité à relier les véhicules au réseau de façon à utiliser
la capacité de stockage énergétique des véhicules comme la capacité à venir soutenir le réseau électrique dans le cas d'un réseau énergétique un peu plus global. C'est la fameuse thématique V2G ou Vehicle to Grid qui a été testée. En ce qui concerne les scénarios retenus, donc 3 scénarios avaient été mis en avant. Le scénario qui a été retenu, c'est un scénario de demi-mesure, si je puis dire, le scénario intermédiaire qui montre une augmentation de l'ordre de 36% des emplois entre 2022 et 2025. Aux filières précédentes, vous le voyez, il n'y a pas de différenciation en ce qui concerne ces emplois dans la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les compétences, si des compétences ont été mises en avant, il n'y a pas forcément par les industriels du domaine de mise en avant et en évidence de métiers spécifiques. Même si on a été capable d'identifier certains métiers, il est compliqué aujourd'hui sur cette thématique qui est quand même relativement émergente, de pouvoir identifier des métiers clés relevant également de capacités de recrutement, mais plutôt des compétences qui se développent soit au sein des entreprises pour des développements marchés spécifiques et émergents, soit à ce moment-là des compétences qui sont attendues pour pouvoir démarrer justement de nouveaux attendus marchés. En ce qui concerne les enjeux de la filière, je te laisse la parole si tu veux, Gilbert. Écoutez, je m'excuse, j'ai eu un problème, ça a déconnecté justement, un problème réseau à l'ennemi, donc je suis connecté sur mon téléphone. Excusez-moi pour ce problème qui tombe vraiment au mauvais moment. Alors, je n'ai pas vu où tu en étais, Manu. Écoute, je suis sur la slide des informations et j'en étais à parler des enjeux de la filière, Gilbert. Je te laisse la parole. D'accord, très bien. Oui, donc voilà, hein, donc troisième volet de l'étude sur les réseaux intelligents. Alors évidemment, on a vu juste avant qu'on allait accroître la production, hein, si je résume synthétiquement. Donc forcément, il faut gérer et transporter cette énergie et la transformer intelligemment. C'est des problématiques que vous connaissez, qui sont au cœur des problématiques énergétiques contemporaines, hein, qu'on a rencontrées notamment cet hiver. Alors, en termes de filière, alors justement, les choses qu'on s'est échangées hier avec les porteurs de ce projet, c'était sur ce secteur réseau intelligent. Parler de filière, ce n'est pas évident, hein, c'est plus un rassemblement de l'écosystème que sont les acteurs de l'électrique, l'électrotechnique, des télécommunications, de l'informatique, du numérique, mais aussi du bâtiment et du véhicule électrique, puisque les réseaux intelligents, ça combine à la fois l'aspect physique, hein, le réseau physique de transport avec les câbles, avec les transfos, etc., mais aussi l'aspect information et télécommunication. Et donc, on voit que ça engendre un certain nombre de compétences. Alors, on a des filières techniques, je parlais des réseaux physiques, effectivement, on a des questions d'attractivité, des évolutions de métiers également, puisque j'ai évoqué le numérique, la data, etc. Donc, c'est une approche un peu différente. Et puis des métiers en véritable mutation, avec des besoins de formation continue, évidemment, et puis, je dirais, d'acculturation des acteurs socio-économiques, puisque là aussi, ça va être des acteurs importants, je pense, très prochainement face aux enjeux environnementaux. Alors, on peut passer à la diapo suivante, Manu. J'y suis. Voilà. Donc, en fait, si on peut résumer les changements en matière de réseau électrique, finalement, ils se déclinent autour d'une modification du schéma classique, hein, de la production et de la distribution, puisqu'on était d'une gestion centralisée, avec l'évolution des sources d'ENR diverses et variées qu'on a pu évoquer tout à l'heure un petit peu. On a une production de plus en plus décentralisée, donc ça a un impact forcément sur les infrastructures. Enfin, on a de nouveaux usages aussi. L'autoconsommation collective, le véhicule électrique, le stockage, des choses qu'on se voit proposer même pour les particuliers aujourd'hui. Donc, ça vient aussi modifier l'aspect réseau électrique. Et enfin, on parle de réseau intelligent avec le
fait qu'on intègre les technologies, je l'ai déjà dit, de l'information et de la communication, ce qui change aussi la façon de concevoir et de piloter ces réseaux. Donc, c'est pour ça que dans les différents cercles, on voit apparaître la conception, effectivement, le déploiement, il faut les mettre en œuvre, puis la gestion et le pilotage qui passe par le numérique. La R&D, on l'abordera. Un impact aussi socio-économique, puisque finalement, ça touche aussi, je dirais, aux aspects légaux, réglementaires, mais aussi sociétaux, puisqu'on devient, alors on parle de consommateur, on devient producteur, consommateur, acteur de la sobriété, producteur d'énergie. Donc ça modifie les approches pour le consommateur, la data qui est au cœur de ces aspects-là. Et puis, on parle de commercialisation des services utilisateurs. On peut même parler de design d'offres, finalement, parce que c'est un secteur relativement complexe et il faut arriver à dimensionner des produits de services cibles des consommateurs. Alors, la diapo ou la couche suivante sur cette diapo, on voit apparaître les différents métiers et puis la situation en termes de tension. Enfin, vous êtes habitués désormais, puisque c'est la troisième fois que vous voyez ce type de présentation. Si je commence à midi la conception de réseau, on retrouve effectivement l'aspect smart grid, énergie renouvelable, avec ce que j'ai évoqué sur l'informatique. L'ingénieur électrique, évidemment. Alors, on voit que métier en développement pour les deux. L'un en tension, puisque ça fait appel, si on parle d'informatique réseau, finalement c'est transversal et beaucoup de domaines autres que l'énergie font appel à ces compétences aujourd'hui. Donc il y a vraiment une concurrence en termes de recrutement. Et puis des évolutions, on parle pour les ingénieurs plus électriques, si j'ose dire, l'aspect informatique, l'aspect télécom qui est intégré dans le panel de compétences. Alors, si je vais dans le sens des aiguilles de montre, on retrouve des techniciens pour lesquels, effectivement, il y a une mutation au travers de ce qu'on vient de dire, l'approche numérique, l'approche ENR, des briques à compléter. Métier en tension, on l'a vu précédemment, c'est des besoins qu'on retrouve sur les autres secteurs également. Recherche et développement, croissance et puis métier en tension. C'est aussi, vous avez vu les labos dans la diapo précédente, c'est des diapos qui ont des labos, qui ont des spécialités thématiques et qui s'adressent à acteurs. Et là aussi, peut-être une des clés, c'est de les rassembler sur des plateformes où ils puissent œuvrer, l'électricien avec l'informaticien, avec le spécialiste de la data ou de l'intelligence artificielle ou des IoT, pour pouvoir développer, et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de projets pilotes ou de démonstrateurs qui ont été mis en œuvre au niveau national. Sur les sciences humaines, mais je parlais tout à l'heure d'aspect réglementaire, on a l'aspect juriste, j'ai la diapo, là voilà, l'aspect juriste, puisqu'on voit apparaître une nouvelle forme de regroupement de producteurs, société d'intérêt collectif, SIC. L'aspect sociologie, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité. Là aussi, il y a, je dirais, une forme d'acculturation à faire auprès de tous les acteurs et des consommateurs, évidemment. Donc, c'est des métiers plutôt émergents, en tout cas des domaines plutôt émergents, si on parle pour les juristes, par exemple. La data, alors là, vous me direz, la data, ça concerne tous les secteurs, vous avez raison, ça concerne tous les secteurs, d'où l'attention, effectivement, et la croissance en termes de besoins. Le développement d'IA dédié, donc ces métiers émergents, dans tous les domaines également, mais je dirais assez crucial dans ce domaine-là, et puis évidemment la cybersécurité qui sera une problématique à traiter nécessairement sur ce domaine également. La commercialisation, donc je disais tout à l'heure, désigner de l'offre, effectivement, il s'agit de développer un business adapté aux besoins, utiliser
comment dirais-je, les technologies de l'information pour développer des applis accessibles. Donc, c'est tout un enjeu de ce secteur. Donc, voilà un peu pour la cartographie des métiers et leur évolution. L'adéquation, finalement, on a une adéquation assez correcte. Si ce n'est, on voit au niveau technicien, hein, on l'a vu précédemment, c'est intégrer la brique numérique, intégrer la brique ENR, et puis, effectivement, on l'a vu sur les autres présentations, hein, que ce besoin en technicien, il s'agissait de l'adapter aux spécificités des métiers. Bon, recherche et développement, j'ai déjà dit, hein, finalement, c'est de la mutualisation de compétences, hein, c'est pour répondre aux besoins du secteur. Et on a à peu près les mêmes constats sur les autres métiers. Donc, en fait, c'est cet écosystème, parce que je disais, difficile de parler de filière. C'est un besoin de multi-compétences. On a dit numérique, énergie, qui sont utiles. Et donc, on l'a vu aujourd'hui au travers de projets pilotes, on ne va pas citer, mais au travers d'un projet pilote, pardon, on voit s'additionner des spécialistes, des entreprises de différents domaines. Demain, le constat qu'on a pu faire au travers de l'étude, c'est que les entreprises, leur enjeu, c'est d'intégrer ces compétences dans leur carte de compétences. Voilà, en conclusion. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Donc vous avez eu une présentation succincte, bien évidemment, hein, de l'ensemble des informations disponibles dans le rapport final d'IACTAS. L'objectif, c'était d'avoir une vision un petit peu globale, parce qu'il faut bien comprendre que sur l'ensemble des métiers à enjeu, donc comme je vous le disais, il y a 24 métiers à enjeu qui ont été identifiés. Il y a eu un travail beaucoup plus profond qui a été réalisé, de façon à pouvoir comprendre quels sont les attendus spécifiques de ces métiers en jeu, comment ils peuvent être déployés, comment ils sont en adéquation vis-à-vis de la carte de formation existante, et quelles sont soit les évolutions de formation, soit les additions de coloration de formation ou de formation supplémentaire qu'il faudrait mettre en place. Et ces informations-là sont disponibles dans le rapport final. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, c'est ce qu'expliquait Gilbert à travers la filière des réseaux intelligents. On retrouve des métiers en jeu qui sont valables pour l'ensemble des 3 filières étudiées dans le cadre de DIACTAS. On le retrouve à travers la filière numérique. Typiquement, le domaine numérique. Ce qui est important de noter aussi, c'est que nous appartenons à une région qui est relativement dynamique et très dynamique dans d'autres domaines, hein. Bien évidemment, on peut pas parler d'Occitanie sans parler, par exemple, d'aéronautique et spatiale. Et de nombreux métiers sont communs également avec ces métiers de l'énergie. Et c'est typiquement ce que l'on retrouve dans le cadre des réseaux intelligents, mais également typiquement dans ce qui concerne également l'éolien et l'éolien flottant, puisque si on ne parle pas d'électricité, mais si on parle de conception des éoliennes, nous retrouvons des métiers qui sont aussi des métiers attendus pour le déploiement et le développement de l'activité aéronautique, ce qui fait toute la complexité finalement de ce besoin d'attractivité dans chacune des filières industrielles considérées. Et qui fait qu'on n'a pas un combat, ce serait complètement idiot de parler comme ça, mais en tous les cas, une mise en concurrence finalement de ces filières les unes par rapport aux autres, de façon à attirer les talents et à attirer les compétences ad hoc, sachant que, comme a été mis en avant oralement ici, c'est qu'on a un problème d'attractivité sur certaines filières. Il est donc impératif que nous puissions accroître la capacité à attirer des jeunes apprenants dans ces filières, de pouvoir les former au niveau de compétences attendues pour les marchés en croissance. Et également, et c'est une chose qui a été mise en avant hein, par les entreprises, c'est que une fois que le recrutement a été opéré, l'important c'est aussi de pouvoir conserver ces talents au sein de l'entreprise. Donc, on va retrouver un petit peu tout l'ensemble de ces problématiques sur la proposition du macro-plan d'action qui a été élaboré au sein de DIACTAS. Encore une fois, en co-construction hein, avec les acteurs mobilisés, les acteurs économiques, institutionnels et de la formation mobilisés au sein des groupes de travail. Et ce plan d'action, en fait, il se décompose à travers des leviers, 5 leviers. Attractivité, un levier formation, un levier information, un levier d'accompagnement des entreprises et un levier plus global autour de l'écosystème.
Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons synthétisé pour chaque levier différentes actions à mener qui concernent soit une, soit deux, soit toutes les filières, soit les 3 filières considérées. Et puis, nous sommes allés un petit peu plus loin et on ne le voit pas ici à l'écran parce que c'est beaucoup plus dense, mais pour chaque action, nous avons défini également quelles allaient être les cibles de ces actions. Typiquement, pour l'attractivité, si on regarde cette première action qui est structurée, une campagne de communication pour rendre visible la filière des métiers, eh bien la cible, c'est typiquement les élèves, les étudiants, le grand public. Nous avons aussi mis en évidence quels pouvaient être les types de porteurs, les propositions de porteurs potentiels, tels que dans cette action-là, les institutions régionales, quels pouvaient être les pilotes également de ces actions. Pour reprendre encore la première action, on pourrait imaginer que ce soit les pilotes territoriaux tels que les campus, dont l'une des finalités et l'une des actions clés est de pouvoir faire de l'information métier, de façon à pouvoir encourager les apprenants à identifier des métiers qui leur correspondent. Et puis derrière aussi, nous avons identifié un ensemble de partenaires potentiels à associer en région de façon à pouvoir mener ces actions. Donc on on peut imaginer, et vous le verrez dans le rapport final, que pour chaque action, on peut très rapidement identifier et mettre en évidence des groupes de travail potentiels pour pouvoir mettre en application ces différentes actions et pouvoir le déployer en fonction d'un calendrier que nous proposons, qui se déroule de 2023 aujourd'hui jusqu'à 2025, de façon à atteindre ces objectifs. Ce que l'on souhaitait aussi aujourd'hui vous présenter, c'est ce qui nous semblait être l'une des actions clés pour chacun de ces leviers. Et comme vous le voyez par exemple à l'écran pour l'attractivité, l'une de ces actions clés pour nous, ce serait de créer une marque employeur collective, régionale, à la manière d'un label. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, et on le sait, je crois, aujourd'hui, parce qu'on en entend régulièrement parler, c'est que notre jeunesse a besoin aujourd'hui de trouver du sens dans son emploi, dans son implication professionnelle. Et nous pensons mais nous le pensons collectivement, encore une fois, avec les acteurs des groupes de travail, nous pensons que avoir une marque employeur, une marque qui fait référence à un certain engagement, puisque nous sommes dans le cadre de la transition énergétique, nous parlons beaucoup d'énergie décarbonée, eh bien, de nombreux jeunes cherchent aujourd'hui à pouvoir trouver justement un sens, un engagement, un certain engagement peut-être relié à des considérations environnementales ou autres, ou sociales, pour pouvoir s'exprimer dans le domaine professionnel. Et nous pensons que, par exemple, dans le cadre de l'attractivité, au-delà des actions de communication connues, reconnues, une marque employeur spécifiant qu'un employeur est engagé dans la transition énergétique, peut être également engagé dans cette stratégie repose portée par la région Occitanie, c'est un point supplémentaire pour pouvoir attirer des talents au sein de son entreprise, des talents qui se sentiront beaucoup plus concernés par l'action et l'activité de cette entreprise au sein des filières considérées. Dans le cadre du levier formation, vous le voyez ici, il y a 5 actions clés. La première, bien évidemment, qui semble intuitive de toute façon, c'est former les formateurs sur les territoires. Nous le voyons aujourd'hui à travers des grands programmes que certains peut-être d'entre vous connaissent, tels que le programme Géniaux autour de l'hydrogène, où l'une des premières actions clés est de monter en compétence les formateurs afin que ces derniers puissent justement transmettre ses savoirs, ses connaissances, voire ses compétences aux apprenants de façon à les emmener et les accompagner petit à petit à être des opérateurs techniciens, ingénieurs ou opérateurs de terrain compétents pour alimenter ces filières. Dans l'information, on pense que l'action organisée et coordonnée des actions de sensibilisation auprès des prescripteurs de l'emploi est l'un des points clés également. C'est-à-dire qu'accompagner les prescripteurs de l'emploi dans la prise de conscience, si elle n'est déjà faite, mais en tous les cas, la prise de connaissances supplémentaires liées à ces filières est quelque chose d'important. Et puis, quand on parle de prescripteurs de l'emploi, il est vrai qu'on a vite tendance, entre guillemets, à identifier des organismes tels que Pôle emploi ou des organismes équivalents, mais n'oublions pas également que monter en compétence les prescripteurs de l'emploi, c'est aussi parler des parents
puisque aujourd'hui, dès la troisième, on demande aux jeunes de commencer leur orientation dans leur cursus de formation. Et souvent, quand on a 14-15 ans, ben, on demande souvent à papa et à maman ce qu'ils pensent du choix que l'on fait et on écoute leurs conseils. Et pour pouvoir accompagner ces jeunes dans un début d'orientation stratégique au regard des attendus de ces filières, eh bien, il faut peut-être aussi accompagner l'ensemble de la famille, l'ensemble des professeurs conseils, des professeurs principaux des collèges, comme justement Pôle emploi et autres prescripteurs de l'emploi, dans la connaissance des attendus de formation et des attendus d'employabilité des filières considérées. Dans le levier accompagnement des entreprises, a été mis en avant la nécessité aussi d'aider les TPE et les PME à structurer leurs fonctions RH. Pourquoi? Parce que dans les TPE-PME, nous avons des personnes ultra compétentes, très investies, mais qui font autant des actions spécifiques terrain que des actions transverses, puisque ces TPE-PME n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir des personnes dédiées sur chacune des tâches nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Et la fonction RH peut être l'une des premières fonctions qui en souffre, ce qui fait que ces acteurs de TPE-PME n'ont pas forcément toutes les connaissances, toutes les compétences nécessaires à pouvoir mettre en place des actions d'attractivité des compétences pour venir alimenter leurs besoins en recrutement. Dans ce cadre, il est nécessaire de pouvoir les accompagner et de pouvoir les accompagner dans le rapprochement aussi des organismes de formation, de façon à pouvoir identifier leurs besoins, de pouvoir identifier au sein des formations quelles doivent être les colorations à mettre en place, de façon à répondre à leurs attendus d'employabilité derrière. Et enfin, sur le levier écosystème, deux actions importantes, bien évidemment, mais il y en a une que nous privilégions et qui fait également écho au programme France 2030 et à l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, qui est la mise en place de nouveaux projets qui permettent d'offrir aux acteurs des énergies renouvelables et des réseaux, et plus globalement des acteurs de la transition énergétique, des lieux où ils peuvent venir faire à la fois de la formation, de l'innovation, mais également de faire de la rencontre inter-industrielle ou inter-organisme de formation, finalement un lieu vivant qui permette, sur une thématique considérée, de pouvoir mutualiser des connaissances, mutualiser des compétences et mutualiser des échanges de formation, pouvant également accompagner les apprenants dans leur montée en compétences au fur et à mesure des niveaux de formation et pouvoir générer des vocations. Donc c'est un plan d'action global, encore une fois, que vous pouvez retrouver dans le rapport final en version beaucoup plus détaillée. Et nous vous engageons à aller voir ce plan d'action, tout simplement parce que si vous vous sentez concerné par toutes les problématiques démontrées par Diactase, eh bien c'est le moment, à travers les préconisations que nous faisons dans ce plan d'action, de pouvoir générer des groupes de travail au sein de l'Occitanie, pouvant contribuer justement à la montée en puissance d'implantations telles que Diactase pour pouvoir répondre aux attendus des marchés des trois filières éolien flottant, photovoltaïque et réseau intelligent. Vous avez à l'écran, mais on va vous le mettre également dans le fil de la discussion, le lien du rapport final de la MICMA Diactase. Et encore une fois, nous vous engageons à aller lire ce rapport final et y trouver les informations qui vous aideront dans le déploiement de vos activités liées à ces trois filières. Nous vous remercions pour votre attention et maintenant nous sommes à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions. Merci encore. Merci Emmanuel. Peut-être je peux essayer de répondre à la première question qui avait été posée par Guillaume Bello, si on fait par ordre chronologique. Du coup, c'était par rapport au site de fabrication de panneaux photovoltaïques en région Occitanie. Dans le cadre de la région énergie positive et dans le cadre de la feuille de route régionale photovoltaïque, était prévu en tout cas l'intégration d'une gigafactory en région Occitanie. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ça n'a pas eu lieu. En revanche, il y a une occasion qui a été saisie par la société Carbone du côté de Fos-sur-Mer.
Donc voilà, nous, notre étude, elle se délimite sur la région Occitanie. C'est peut-être pour ça voilà, que nous, on s'est pas focalisé sur cet enjeu parce que voilà, l'évolution n'a pas été aujourd'hui comme telle escomptée. Voilà. Alors, n'hésitez pas peut-être à, si besoin, à lever la main. Je ne sais pas si on voit tout le monde à l'écran. Sinon, prenez la parole potentiellement. Ouais, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce que Guillaume vient de dire. Ah bah oui, Corinne Alestra. Oui, bonjour, Corinne Alesra, groupe EDF en Occitanie. D'abord, bravo pour ce travail incroyable, hein, détaillé. Moi, j'apprécie beaucoup l'approche qui a été d'abord un diagnostic avant de plaquer des actions. Et je crois qu'on a tous eu un peu tendance à avoir beaucoup d'actions et à les faire aussi. Donc, ce moment de diagnostic, je pense qu'il est vraiment clé. Ma question, en fait, elle concerne finalement la responsabilité sur la mise en œuvre de ces actions. Est-ce qu'on est au stade de recommandation puisque la MICMA portait sur ce diagnostic. Donc, comment vous imaginez la suite et l'orientation que prendra la suite sur des technologies qui vont continuer d'évoluer en permanence? Alors nous, on a la chance d'être partenaire avec, avec vous quatre, donc c'est encore mieux. Mais comment est-ce que vous voyez les choses, vous quatre, à l'origine de ce, et très impliqués dans ce diagnostic? Voilà. Et quelle serait finalement la responsabilité au moment de la mise en œuvre des actions? On est sur des recommandations. Je ne sais pas si si je suis claire ou si c'est assez clair ou je peux préciser. Je vous remercie. Merci Corinne. Et honneur aux dames, Valérie? Oui, c'est gentil. Sur ma Effectivement, caméra. le plan d'action que nous avons mis en place, il a été mis en place avec un nombre d'acteurs limité, hein, en atelier de travail, et il s'agit bien de propositions pour lesquelles nous espérons que les différents acteurs, en fonction de leurs compétences, pourront s'en emparer. Donc, dans le plan d'action détaillé, hein, qu'on n'a pas pu vous présenter aujourd'hui, parce que ça aurait pris trop de temps, bien sûr, on a cité des leaders potentiels de ces actions. Mais Je voilà, crois que j'ai mis à l'écran, voilà, j'ai mis un exemple type de déclinaison autour d'une action, de déclinaison des préconisations faites. Valérie, je te redonne la parole. Oui, non, mais voilà, c'est tout à fait là où je voulais en venir. Donc, il s'agit bien de préconisation, je reprends ton terme. Et voilà, on espère à partir de ce travail qu'on pourra partager de manière plus thématique, parce que ça nous semble plus facile de travailler d'une part avec les organismes de formation sur la partie déploiement de formation, amélioration des formations existantes, augmentation du nombre de places en formation avec les académiques, avec la région sans doute et l'État sur la coordination des actions de sensibilisation dont Emmanuel vous a fait part. Voilà, on a imaginé des types de porteurs. Évidemment, ça ne peut être que des propositions. Tout à fait. Et je me permettrai de rajouter de façon très, très égoïste, mais typiquement, une des actions qui va être mise en place typiquement au sein du campus transition énergétique, c'est à la suite du diagnostic de la MICMA, c'est de s'appuyer sur ce diagnostic pour proposer le volet 2 de la MICMA dans le cadre d'un dispositif de formation. C'est-à-dire que nous sommes en cours de co-construction avec les acteurs partenaires du campus transition énergétique. Nous sommes en train de co-construire une plateforme justement qui est typiquement le premier levier, la première action du levier écosystème, mettre en place de nouveaux projets pour offrir aux acteurs des énergies renouvelables des opportunités d'échange, de formation et d'innovation. Eh bien, c'est typiquement l'une des actions qui est en cours de mise en place au sein du campus transition énergétique. Il y Merci avait... beaucoup. Ouais, il y a d'autres mains qui se sont Voilà. levées. Guillaume Bello, je crois. Tout à fait.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, tout à fait, on vous entend. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous. Merci Guillaume pour ta réponse sur le PV, ça correspond à ma question, donc tout va bien. Sur le scénario photovoltaïque, pardon, excusez-moi, éolien flottant, j'avais une interrogation sur, j'en ai deux en fait. L'une sur le scénario retenu, notamment pour 2030, parce que je crois avoir vu passer un 6 gigawatts d'éolien flottant en 2030, et moi ça correspond pas du tout aux données que j'ai, notamment via Repos. Et puis, de toute façon, si on regarde les appels d'offres, ce sera pas ça du tout en 2030, en Occitanie en tout cas. Donc, je voulais avoir un peu des éclaircissements sur cet objectif-là. Et le deuxième, c'était sur la nature du millier d'emplois supplémentaires d'ici à 2025, si je ne dis pas de bêtises. OK. Donc, moi, je me sentirais plus à l'aise pour répondre sur la deuxième partie de la question, sur la qualité, en fait, des compétences Ouais. attendues et les familles de métiers. Sur le nombre de gigawatts, alors, personnellement, ça ne m'étonnerait pas si je m'étais embrouillé les pinceaux dans ma présentation. Mais il me Oui, parce semble qu'on est qu'en effet, plus. Oui, c'est plus sur des objectifs. C'est plus. Internet dit que c'est plus un objectif à 3 gigawatts en 2050 que 6 gigawatts en d'accord, donc c'est bien 2025. ce qui était écrit sur la diapo. OK. Non. Alors, sachant que nous, notre pas de temps, c'est 2025. Donc, ça, voilà, ça n'a pas d'impact direct sur les prévisions qu'on a pu faire en termes d'emploi, puisque voilà, on est sur un objectif beaucoup plus mesuré. Je vais essayer de partager mon écran pour qu'on puisse rentrer. Est-ce que j'ai la main, Camille, hein, pour partager mon écran? Normalement, oui. Je vais regarder ça. OK. Oui, on dirait que oui. Vous allez me dire si ça fonctionne. Je suis sur une diapo qui s'appelle éolien flottant, famille concevoir rechercher. Oui, Parfait. c'est bon. OK, très bien. Donc, pour répondre à la question de Guillaume, sur les métiers qui seront le plus impactés et le détail de ces métiers-là. Donc, c'est vrai que dans ma présentation, je suis allée sur une maille un peu grosse sur des familles de métiers. On a travaillé de façon plus précise, hein, dans ces familles de métiers, métier par métier. Donc, parmi les familles de métiers impactées par ces plus 1000 emplois, déjà au niveau quantitatif, dans la partie concevoir rechercher, on est sur une augmentation plutôt contrôlée, on va dire, avec plus de 54 emplois supplémentaires. Et on voit que ça va concerner davantage les ingénieurs et experts environnementaux, mais là, on n'est pas encore sur des chiffres très importants. Là, évidemment, je crois que j'ai pas mal insisté dessus, sur les métiers qui seront davantage impactés. On est sur la phase de préparation, de production-réalisation, pardon, avec plus 318 emplois. Et donc là, sans surprise, on va chercher des électriciens, hein. On est sur les phases de fabrication, mais également d'installation, avec tout ce qui relève du câblage, notamment, avec des besoins en recrutement et des profils capables de travailler avec la haute tension et dans un domaine qui est relativement nouveau, puisque c'est le domaine maritime. Donc voilà, essentiellement sur ces métiers d'électricien. Et évidemment, étant donné que les métiers de soudeur, chaudronnier, tuyauteur sont déjà des métiers en tension, on va avoir aussi des évolutions de besoins en recrutement importantes. Si je poursuis, donc ça c'est la dernière brique, la plus impactée, installer, maintenir. On est à plus 423 emplois supplémentaires, hein, donc là encore à l'échelle 2025.
avec les techniciens de maintenance, hein, voilà, qui sont forcément très demandés sur cette phase-là. Et ce qui est intéressant avec les techniciens de maintenance, là, c'est une compétence dont on va avoir besoin sur le temps long. Voilà, je crois que c'est principalement sur ces métiers-là que le besoin est important. On a moins quantifié les pilotes de drones, les pilotes de robots, parce que là, on est vraiment sur des métiers émergents. Et puis sur des évolutions technologiques qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'était un petit peu plus compliqué de rentrer dans ce détail quantitatif. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien. Oui, très bien. J'ai répondu à la question. Merci, Guillaume. Merci Valérie. On va donner la parole à François Virevial et ensuite à Richard Loyen. François? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Bonjour, François Vial de la direction interrégionale de la et en charge donc, de la commission spécialisée éolienne du conseil scientifique de façade. Donc, je vous confirme hein, que 6 gigawatts 2030, ça n'a rien, Non, c'est une rien à voir erreur. avec l'Occitanie. Non, tout à fait. Je confirme aussi que les fermes pilotes, les fermes commerciales, pardon, dont l'appel d'offres est en cours, ce ne sera pas une extension jusqu'à 500 MW, mais bien la construction d'une extension de 500 MW à côté, parce que les slides disaient deux choses différentes sur le même slide. Moi, je m'interrogeais sur le lien dans votre étude avec la gestion prévisionnelle. Pardon. L'étude menée par le Polmer sur la façade hein, cette année, et dont le rapport a été rendu en début d'année, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences techniques dans le cadre de l'éolien offshore flottant. Je voulais savoir dans quelle mesure vous avez travaillé avec eux, ils vous avaient travaillé pour vous, vous avez travaillé pour eux. Voilà, je voulais avoir un peu plus d'informations sur cette coordination entre les deux, parce que je suppose que vous n'avez pas fait deux études complètement parallèles sans échanger entre vous. Oui, tout à fait. En fait, nous nous sommes rapprochés du Polmer pour partager un questionnaire. On a donc dans la phase d'interrogation et de mobilisation des industriels, hein, des entreprises, nous avons établi un questionnaire commun, et ce qui nous a permis de se répartir les acteurs pour évidemment pas solliciter chacun deux fois les mêmes acteurs. Et ensuite, donc, de partir du coup des mêmes données pour les analyser, sachant qu'il faut noter que le périmètre de l'étude du Polmer est différent du nôtre, hein, puisqu'ils ont travaillé sur toute la façade Méditerranée, alors que, comme Emmanuel l'a rappelé, notre étude est une étude à l'échelle Occitanie. Avec des erreurs en puissance. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Oui, même avec les erreurs en puissance. Merci. Monsieur Loyen, Richard, est-ce qu'on vous donne la parole? Oui, merci. Déjà, félicitations pour ce travail, bel exercice, et qui, pour la filière photovoltaïque, a valeur d'exemple également pour toutes les autres régions. Parce que finalement, le photovoltaïque a été amené à se développer en Occitanie, mais partout ailleurs, et globalement, des besoins à due proportion. Et on y retrouve ces petits, entre guillemets, en termes de création d'emplois avec 20-25 000 emplois créés d'ici à 2025. Ça correspond à peu près à nos ordres de grandeur côté filière. Donc, très bien. Avec le souhait, comme j'avais pu l'exprimer lors des groupes de travail en bilatéral sur notre filière solaire, que l'Occitanie puisse être une région un peu pilote et qu'après on puisse monter en puissance dans les autres régions sur l'attractivité de nos métiers, parce qu'on a besoin d'attirer des jeunes et des actifs en reconversion en Occitanie et partout ailleurs en France. Donc, imaginez l'Occitanie pilote et que derrière ça puisse prospérer avec d'autres régions dans le cadre de montée en puissance, ça me semble plutôt bien. Le point, c'est sur le côté, en fait, on a vu qu'il y avait un déficit, une inadéquation
entre l'offre de formation pour les installateurs et les besoins, avec de l'ordre de 700 emplois. Et quand je vais dans la synthèse en ligne, en fait, on propose de renforcer deux principales thématiques, l'informatique, l'analyse de données, la cybersécurité et la maintenance des équipements et la gestion de leur cycle de vie. On ne met pas en lumière dans la synthèse ce besoin criant de formation d'installateurs. Et ça me semble dommage quand même qu'on passe à côté de ça. Je ne dis pas que la cybersécurité, c'est pas important, que l'informatique, c'est pas important, mais dans l'inadéquation aujourd'hui de l'offre de formation avec les installateurs, c'est criant. Et du coup, j'en viens au plan d'action. Quand et comment on se met autour de la table pour le plan de formation des formateurs, pour la montée en puissance de l'offre de formation, parce que sortir 700 installateurs d'ici à 2025 en poste, c'est hier qu'il fallait commencer et c'est dès aujourd'hui qu'il faudrait promouvoir de l'offre et former des formateurs, ça prend un peu de temps. La rationalisation du plan d'action, comment on fait? Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai des coupures. Oui. Oui. Alors, c'est une très bonne question, Richard. Merci beaucoup de cette question de comment on fait, parce que, comme vous l'aurez vu succinctement et rapidement dans le partage d'écran que j'ai fait ensuite et les préconisations que nous offrons, on identifie beaucoup d'acteurs régionaux, institutionnels ou professionnels, pour pouvoir imaginer une mutualisation des neurones autour de chacune de ces actions pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, je pense que le travail que nous avons à mener, autant du côté Paul Derby que des campus et de l'école d'ingénieurs, peut-être avec un champ un petit peu plus restreint du fait que ce soit une école comparée aux institutions que représentent les campus ou le pôle, ça va être de travailler et de se rapprocher de nos tutelles pour nous, hein, rectorat pour la formation, la région bien évidemment, de façon à pouvoir accompagner tout le monde autour de la sensibilité des résultats de Diactase et pouvoir justement fédérer, au-delà des bonnes volontés, c'est fédérer les compétences existantes dans notre région, avec vous également, les acteurs des filières, pour pouvoir créer ces groupes de travail. Donc, est-ce que nous avons démarré cette démarche? Oui, à travers l'information. Aujourd'hui, on est un exemple et nous en menons d'autres au sein de nos tutelles. Il va falloir que nous allions plus loin. Je pense j'aime à croire que nous allons, dans les mois, semaines et mois à venir, justement pouvoir lancer des groupes de travail sur certaines de ces actions pour pouvoir y répondre, sachant que les premières actions doivent être menées principalement autour de l'attractivité. Richard? Oui, oui, l'attractivité, mais si derrière on n'a pas l'offre de formation pour que le jeune ou l'actif en voie de reconversion puisse se former, on l'aura attiré dans un guet-apens quelque part, on lui aura donné envie d'un métier auquel il ne peut pas accéder. Moi, je suis très concret, hein, c'est comment aujourd'hui on met en place un programme de formation de formateurs, des centres de formation d'Occitanie où il y a des volontaires, où on organise des sessions à 8, pour 6, 8, 10, 12 formateurs avec le temps qu'il faut, selon qu'ils veulent proposer de la formation de 3 jours, de la formation de 3 mois. C'est des choses qui sont différentes, qu'on puisse valider l'acquisition de leurs compétences à l'issue, pour qu'il y ait de la formation dès 2024. Et donc c'est un peu... est-ce que c'est avec la région qu'il faut discuter? Est-ce que c'est avec Derby? Pour pouvoir toucher l'ensemble des AFPA, des Greta, enfin, tous ceux qui font aujourd'hui de la formation en électricité, bâtiment, pour les inclure dans la danse, quoi. Ouais. Oui, mais ce que montre l'enquête et puis notre vécu de terrain, hein, côté organisme de formation, c'est que les formations déjà existantes peinent à trouver des candidats pour occuper les places existantes déjà. Pas dans le solaire. Dans le solaire, on est compris jusqu'à la fin de l'année. Dans le solaire aussi, en tout cas en formation continue, hein, puisque si j'en crois l'expérimentation qu'on a pu mener dans le Gard,
il y a un vrai déficit de candidats sur les places de formation ouvertes, bien que nous prévoyons effectivement qu'elles ne soient quantitativement pas suffisantes pour répondre aux besoins en emploi. Là-dessus, on se rejoint parfaitement. Celles qui sont déjà ouvertes peinent à trouver des candidats. Donc, c'est pour ça que dans notre plan d'action, il faut se poser la question. Les actions de sensibilisation, d'information auprès des publics et auprès des prescripteurs, avant même l'ouverture de nouvelles formations, parce que ça sera inutile d'ouvrir de nouvelles places de formation si on n'arrive pas à remplir celles qui sont déjà existantes. Mais juste pour comprendre, l'offre de formation continue qui ne trouve pas preneur, c'est quoi? Ce sont des stages de formation financés par la région pour la plupart, hein, pas seulement, mais essentiellement financés par la région pour les demandeurs d'emploi, pour lesquels il est compliqué de recruter aujourd'hui. Mais qui permettent d'accéder, c'est des formations de quel type? Formation, Ce sont des formations d'installateurs ou techniciens de maintenance en parc photovoltaïque. sur formation 3 mois? Sur des formations courtes de 4 à 6 mois. Parce que moi, ce que je vois ailleurs en France, hein, ça a été lancé en Vendée, ils font le plein. Ça a été lancé en Bretagne, ils font le plein. En Grand Est, ils font le plein. En Nora, également, en Nouvelle-Rhône-Alpes, ils font le plein. Ils travaillent avec les entreprises pour qu'ils puissent faire du pré-recrutement en mettant en formation des gens dans les centres de formation. Ce type de formation, aujourd'hui, toutes celles que je connais ailleurs, aujourd'hui, elles font le plein. Donnez-nous la recette parce qu'on ne fait pas le plein, c'est pas vrai. Hein. Je suis désolé d'intervenir de façon brutale, Hervé Danton, Mécanique Vallée, mais moi, dans tout le Grand Sud-Ouest, je ne connais pas de formation qui fasse le plein dans tous les sujets techniques. Hein. Si vous avez une recette miracle pour trouver des candidats, vous nous l'envoyez tout de suite. Ça fait des années qu'on cherche. Moi, je parle uniquement de formation solaire. Hein. Oui, d'installation solaire. Oui, mais là, on nous dit que chez nous, on ne trouve pas. C'est absolument général sur l'ensemble des entreprises de l'industrie que je représente ici. Ça fait des années qu'on se bat. On a réussi à pas faire fermer nos lycées pro, ce qui est un miracle. Mais régulièrement, les rectorats nous demandent à fermer des classes. Donc, qu'il y ait une exception en Bretagne ou en Vendée, il faut vite trouver pourquoi ils y arrivent, eux, et pas nous. On n'est pas sur des lycées professionnels, on est sur des formations aujourd'hui pour des jeunes éloignés de l'emploi ou pour des personnes en reconversion professionnelle avec des formations de 3 mois, plus 1 mois en apprentissage, entre guillemets, dans une entreprise et une offre d'emploi au bout. Et ce type d'offre de formation. Ce que nous proposons, nous, dans tous nos métiers. Hein. J'ai plus de 100 postes ouverts sur l'espace Mécanique Vallée, dans les domaines techniques de soudure, chaudronnerie, enfin tous les métiers qu'on a évoqués sur le domaine de l'énergie. Et donc, je répète, nous prenons toute solution miracle qui fonctionnerait ailleurs, et Dieu sait qu'on cherche ces solutions miracles depuis 15 ans. Hein. Et quand je dis qu'on les cherche, c'est-à-dire qu'on a vraiment monté, nous, des opérations très innovantes et reconnues comme telles au niveau national, et on continue à peiner à remplir nos formations. Toutes formations confondues, j'entends, y compris les formations à l'énergie. Donc, vous avez mes coordonnées, Hervé Danton, Mécanique Vallée. Si vous avez une solution miracle, vous nous l'envoyez, je la prends. J'ai pas de solution miracle, je constate ce qui se passe ailleurs sur d'autres territoires, pardon. Et uniquement sur solaire. Non, mais je pense qu'il faut qu'on s'inspire. En effet, on le voit, je vais prendre un exemple tout bête. On est en train de travailler avec des partenaires du campus transition énergétique à l'ouverture d'une formation. La problématique que nous avons, c'est que sur des formations relativement proches, hein, qui concernent les ENR, qui concernent les réseaux électriques, donc les ENR dont le PV, ce genre de choses, l'un des problèmes, pas le, mais l'un des problèmes que nous avons, c'est que ces formations post-bac s'alimentent des mêmes formations bac. Donc, nous avons un petit problème là-dessus parce que le volume global des apprenants sortant avec ces bacs-là ne permet pas de remplir les autres. Donc, il faut qu'on ouvre peut-être un petit peu plus les chakras, si je puis dire, de l'entrée de ces formations. Peut-être revoir, Richard, vous avez raison, si nous avons bien
cette adéquation. L'analyse de l'axe de formation aurait tendance à montrer, c'est ce que disait Valérie, que nous avons bien une adéquation aujourd'hui en termes d'attendu, qui montre que la prospective va falloir en créer une nouvelle, mais on a ce premier problème d'attractivité. C'est peut-être un sujet qu'il va falloir creuser de toute façon, de façon à pouvoir alimenter ces formations, soit en bac pro, soit après en technicien. Juste, descendons. Hein. Aujourd'hui, les formations dont on a besoin, les gens n'ont pas le bac. Excusez-moi. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est dès le bac pro, de façon à pouvoir. C'est avant le bac pro. On est sur du En niveau. CAP. Oui. Écoutez, je pense que l'analyse à ce moment-là, au regard de vos remarques, doit être poussée un petit peu plus loin, et très spécifiquement, et voir à ce moment-là quels sont les leviers que nous devons mettre en place pour y arriver. Et sachez qu'on aura l'occasion d'en discuter avec vous très certainement, justement, pour mieux comprendre, sachant qu'Enerplan est clairement identifié comme l'un des acteurs sollicitables et qui sera sollicité pour toutes ces actions d'attractivité et de formation du plan d'action d'IACTAS, ça c'est certain. Oui, avant de passer la parole à Guillaume Bello, simplement dire qu'en fait, on est en train de tous dire la même chose. Hein. On a bien identifié les besoins et le volume de ces besoins-là. On a identifié les leviers et il faut qu'on avance de toute manière très vite sur tous les sujets, à la fois l'attractivité, le développement du vivier et l'ouverture des formations pour atteindre les objectifs. Guillaume, tu as levé la main. J'ai levé la main, mais il y avait Marie-Laure Barrois avant moi, donc je ne vais pas lui donner la parole. Bonjour Marie-Laure. Le micro et la caméra, oui, bonjour. En fait, je me posais la question dans le plan d'action, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Je voulais savoir si vous aviez estimé justement le nombre de personnes pour mener à bien ce plan d'action sur les différents leviers. Parce que les différents métiers ont été bien précisés sur les différentes filières, mais justement sur cette filière transversale qu'est la formation, est-ce que vous avez pu estimer le type de formateur, les personnes qu'il fallait mobiliser, enfin le nombre d'équivalents temps plein dont on a besoin pour l'Occitanie? Et deuxième question qui va dans le même sens, c'est est-ce que ça peut être judicieux de mutualiser ces formations avec d'autres régions qui ont peut-être déjà commencé une dynamique plutôt et se spécialiser selon les régions en fait. Alors, je ne sais pas si un de mes collègues veut répondre, mais j'aurais tendance à répondre que non sur vos questions. En tous les cas, nous n'avons pas, j'ai compris la question, dans le plan d'action, est-ce qu'on a un nombre de personnes? Voilà. Non, nous n'avons pas fait ce travail de quantification du nombre de personnes mobilisables pour mettre à bien le plan d'action. Nous avons surtout qualitativement identifié les organismes qui nous semblent pertinents à mobiliser pour mettre en place le plan d'action. Donc, sur ce point-là, quant après le partage avec les autres régions, très honnêtement, non plus. Pourquoi? Parce qu'on a finalement finalisé Diactase il n'y a pas si longtemps, même si la date finale du projet était fin décembre, nous avons continué à affiner avec nos prescripteurs les résultats du Diactase. On souhaitait assez rapidement, parce qu'il nous semblait pertinent de partager avec nos communautés et les écosystèmes de la transition énergétique les résultats de ce Diactase, comme étant quelque part le T0 de la mise en place du plan d'action. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Les organismes de formation travaillent déjà depuis un moment, pour bon nombre d'entre eux, pour améliorer ces conditions d'adéquation aux formations attendues des acteurs économiques, plus les niveaux de compétences et les besoins en recrutement, pour faire écho aux remarques pertinentes de Richard Loyen juste avant. C'est de dire que non, on est vraiment dans un démarrage. On se colle avec les organismes de formation,
les établissements de formation qui mettent déjà beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir arriver à remplir ces formations et à faire des formations de qualité. Donc, on est au démarrage de ce plan d'action, très honnêtement. Et on a besoin de vous et d'un peu tout le monde, justement, pour la réussite de ce plan d'action, tout à fait. D'accord. Ça veut dire que... nous a donné 2 pistes très intéressantes à développer. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un réel besoin pour tout ce qui est les métiers techniques. Il faut aller prêcher, je ne sais pas dire la bonne parole, mais dans les classes, il faut même commencer dès le primaire, primaire, collège, oui, tout à fait. 3e, et puis après les BTS et au-delà. Donc c'est vraiment toute la filière scolaire qu'il faut mobiliser. Et c'est du travail continu, quoi. Et donc c'est chronophage, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est du temps, quoi. Du temps, et donc il faut. Je pense que c'est des emplois qui doivent être considérés dans la filière. Il y a des expérimentations qui se mettent en place, façon de parler des expérimentations, mais des choses nouvelles qui se mettent en place pour pouvoir justement essayer de se rapprocher au plus près de ces apprenants potentiels. J'ai en tête l'une des expérimentations, c'était de transformer le journal ID Métiers de la région en un salon ID Métiers, ce qui a été fait fin 2022 par la région. Donc ça permet à la fois de remplir les objectifs du journal ID Métiers, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir des discussions pair à pair avec ces jeunes apprenants de 4e, 3e pour essayer de leur donner envie, de leur donner sens dans leur projet professionnel, justement dès la 4e, dès la 3e. Donc ce sont ce genre de petites choses qui doivent se réitérer, qui doivent s'agglomérer à d'autres actions de façon à donner une dynamique globale. Raison pour laquelle il nous semble important de pouvoir se réunir autour d'une table en groupe de travail pour pouvoir imaginer ou donner plus de puissance. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Je pense qu'il est temps qu'on se mette tous ensemble en ordre de marche, autant les acteurs économiques, les associations, les institutionnels, les établissements de formation, pour mettre en place ce genre d'action. Je suis prochaine convaincue. Tout à fait. Oui. Merci. Et ne pas oublier qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Donc, l'idée, c'est vraiment maintenant de massifier et de coordonner tout ça pour que ce soit plus puissant, pour reprendre un terme que tu as utilisé. Voilà. Il y a Régis Oliva, voilà. mais peut-être Guillaume. Oui. Ouais. Alors, Guillaume, oui, je mets ma caméra. Je voulais rebondir sur les quelques interventions précédentes. La première sur l'intervention de M. Virvial, qui faisait le lien avec l'étude du polmer. Et juste signaler que, alors, tu as parfaitement répondu à ma question, Valérie, tout à l'heure. Moi, je reste un peu, c'est jamais facile à évaluer. Sur la quantité d'emplois envisagés d'ici à 2025, je reste, je ne sais pas quel est le terme, je suis un peu dubitatif. Je pense que c'est un peu surévalué, notamment quand je regarde par rapport à ce qui est évalué dans l'étude du polmer, qui est évalué à 1600 de mémoire sur la façade méditerranéenne d'ici à 2030. Donc, je pense que la vérité est sans doute un peu entre les deux. Mais bon, c'est pas très grave, ça donne quand même des ordres de grandeur. C'est pareil, le comptage est très différent. Ouais, mais c'est ça. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais bon, le principal étant que je pense la tendance, elle est la bonne et la nature des emplois est la bonne. Et je rebondis du coup une deuxième fois sur les interventions de Monsieur Loyen et de Madame Barois. De Madame Barois. Sur les suites à tout ça. Les suites, c'est que l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir, il est encore ouvert. Et il y a toujours la possibilité d'aller chercher en se mobilisant, en construisant ensemble, comme vous l'avez fait finalement pour le diagnostic, il y a possibilité d'aller chercher des crédits sur la partie outils de formation, et notamment sur tous les sujets matière grise, entre guillemets, donc ingénierie de formation, mais aussi tous les sujets d'attractivité, tous les sujets d'évolution. Enfin voilà, cet outil, il est encore ouvert. Et donc, s'il y a pour les volontaires, pour les personnes qui ont envie de travailler, il y a tout à fait la possibilité de monter une nouvelle candidature, mais cette fois-ci sur la partie aval, entre guillemets. Vous avez fait l'amont, maintenant il y a l'aval. Alors, je sais que tous, notamment les campus,
vous avez vos propres financements, hein, donc on ne va pas financer 2 fois la même chose, c'est très clair, mais là où il y a de possibilité de faire autre chose, autrement, pour d'autres objets, il y a la possibilité de candidater à nouveau à cette AMI compétences et métiers d'avenir. C'est sans garantie de résultat, hein, mais qui ne tente rien à rien, hein. Je voulais le signaler. Merci, Guillaume. On peut donner Régis Olives voulait prendre la parole. Monsieur Olives, tout à fait. Oui, merci. D'ailleurs, merci pour tout le travail de fait. Alors, je vais rebondir de suite sur la réaction précédente. À propos de cet appel à projet, j'ai pas l'impression que l'appel d'offres continue pour en particulier les dispositifs de formation, ou du moins il n'est pas encore ouvert. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, si le dispositif, alors je ne sais pas si nous avons quelqu'un de la Caisse des dépôts ou du ministère, mais en l'occurrence aujourd'hui, le deuxième volet, dispositif de formation de la MICMA, est bien ouvert. Il a été transformé en termes de réponses, c'est-à-dire qu'avant, les réponses devaient se faire à date. Là, maintenant, il est ouvert au fil de l'eau, avec un dispositif légèrement modifié qui passe d'abord par une lettre d'intention de 2 pages, présentant le projet, ses objectifs, sa capacité d'être mis en œuvre et le consortium potentiel qu'il constituera. Et la commission CMA répond sous 1 mois pour donner un avis positif ou négatif au projet. Et s'il devait être positif, on a 4 mois pour déposer le dossier final. D'accord. Ça devait être mis en place au 1er avril et des dernières infos que j'ai en tête, ce sera pour fin avril. Donc, d'ici peu, on devrait être autorisé à déposer ces lettres d'intention. D'accord, très bien, merci. Parce que je ne vais pas vous cacher que nous, à SUPENR, on va certainement ouvrir la formation à l'alternance. Alors, ça va prendre un peu plus de temps puisque ça serait pour une ouverture en 2025, puisque en parallèle de la réponse à cet appel à manifestation, là, on doit faire une lettre d'intention aussi à la commission des titres d'ingénieur et qui après s'ensuit pour avoir l'accréditation. Et donc ça, c'est un calendrier qui est un peu différent, mais bon, peu importe. Mais déjà, nous, on a cette intention-là pour l'ouverture de la formation à l'alternance et du coup, augmenter, on va dire, participer à l'augmentation des effectifs de diplômés dans le domaine des ENR de façon générale, en focalisant typiquement sur les 3 filières qui ont été identifiées et ce qui va permettre aussi de pouvoir proposer à de la formation continue aussi bien dans le photovoltaïque, l'éolien que les réseaux, des modules de formation qui seront proposés à la formation par alternance et à la formation initiale, mais aussi donc à la formation continue, quoi. Et deuxième chose, sur le niveau, on va dire, technicien, il y a, nous, on a déjà des dispositifs de formation qui sont prêts à être déployés. C'est uniquement une question de timing, hein, de calendrier, pour de la formation continue, encore une fois, et là, en particulier pour le solaire et les énergies renouvelables de façon générale dans le bâtiment. Donc là, il y a bien entendu le PV qui intervient là-dedans. Et donc ça permet d'apporter une petite, un peu d'eau au moulin, on va dire, pour je vais dire, centrer quand même sur la formation continue, quoi. Voilà, ça c'était pour un peu la réponse à Richard. Voilà. Mais c'est toujours des petites promos puisqu'on est sur des douzaines. Et c'est pareil, ce sont des formations qui sont grandement financées, on va dire, par la région, à l'université de Perpignan. Donc, voilà. Merci de la réponse. Merci beaucoup. Richard, vous aviez encore la main levée. Est-ce que vous souhaitez réintervenir?
Non, juste pour dire que aujourd'hui, il faut solliciter également les entreprises du solaire pour accompagner des jeunes talents ou des talents dans leur intégration dans la filière, entre guillemets. Je pense que c'est une bonne voie. Ils peuvent flécher des candidats qui ont un potentiel, mais qui ont besoin de se former et qui derrière seront embauchés. Donc voilà, c'est un peu. Je suis assez entre guillemets, l'envie d'avancer maintenant assez vite dans la mise en œuvre, parce que l'été va bientôt arriver. Il nous reste le deuxième semestre pour activer sur finalement 2024 et qu'est-ce qui pourrait être fait sur 2023. Donc pour moi, c'est vraiment la question mise en œuvre opérationnelle pratique. C'est qui le contact? Est-ce que c'est quelqu'un de la région? Est-ce que c'est quelqu'un du consortium? Enfin, je dirais comment maintenant ce plan est porté. Et comment est-ce qu'on peut y contribuer utilement, soit directement en tant qu'organisation, soit via nos membres. Mais good job. Merci. Merci au nom de l'équipe. Bien, nous arrivons à la fin du temps alloué pour ce webinaire. Y a-t-il peut-être une dernière question ou... Si juste peut-être Emmanuel, pour faire le lien avec ce qui vient d'être évoqué, Isabelle Aubert a demandé, avez-vous prévu de présenter cette étude à la direction régionale formation et parcours professionnel? Donc, en tout cas, c'est une excellente idée. On avait prévu de passer par cette étape aussi pour présenter les différents éléments. Oui, tout à fait, c'est ça. Charge à nous maintenant d'aller présenter ces résultats au plus près de nos tutelles et de notre région Occitanie, justement pour mobiliser les personnes ad hoc et mettre autour de la table les personnes contributives à ce plan d'action. En tous les cas, je pense que je peux dire au nom du consortium Diactas, un grand merci à toutes et tous pour votre participation. Merci également, je le dis à l'oral, à Camille Tréhin, qui est la personne de communication du pôle Derby, qui nous a grandement accompagnés dans la mise en place de ce webinaire et dans la construction de ce webinaire. Camille nous continuera à nous épauler, entre autres, pour vous communiquer l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, que ce soit Gilbert à l'ENIT, Valérie à l'EREC, Guillaume à Derby et moi-même au pôle transition, au campus transition énergétique, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches sur ces thématiques de transition énergétique et puis mettre en œuvre le plan d'action. Et on espère vous revoir très bientôt. Pour ma part, je vous salue toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Un grand merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Félicitations pour ce travail. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.